Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale pour souligner nos 5000 abonnés. On a essayé de faire une vidéo en direct, mais ça n'a pas fonctionné. Il y avait des petits bugs techniques avec l'image qui gelait après quelques minutes. Donc là, j'ai investigué un petit peu. Ça semble être l'interface de YouTube pour faire des lives qui n'est pas au point. Parce que ma webcam, je l'ai utilisée pour faire le vidcast le même soir que j'ai essayé de faire le live. Je l'utilise présentement pour justement m'assurer que tout fonctionne bien. Fait que c'est vraiment l'interface de YouTube. Fait que là, je vais commencer à utiliser une espèce de programme tierce qui va être utilisé pour faire des lives. C'est celui qu'on utilise pour enregistrer les vidcasts avec Martin, là, le programme XSplit, que des streamers aussi de jeux vidéo et de tout ça peuvent prendre, qui fonctionne quand même très bien. Donc on va tester ça, je vais enregistrer avec ça pour tranquillement me familiariser avec le programme, et on va essayer peut-être de faire des lives éventuellement plus fréquemment si ça fonctionne bien, si on trouve un moyen de faire fonctionner ça. Mais en attendant, je tenais quand même à enregistrer cette vidéo là parce que j'avais quand même plusieurs choses à vous parler, puis je voulais faire une petite vidéo spéciale aussi pour célébrer les 5000 abonnés. Donc il y a plusieurs choses que je voulais vous parler. On va évidemment souligner les 5000 abonnés. Ensuite, je voulais vous parler de l'origine de la chaîne. C'est une question que je me fais poser souvent. Pourquoi toi, David, tu as décidé de partir une chaîne YouTube? Pourquoi tu as décidé de partir Professeur Board Game? C'est pas une question qui est simple, mais c'est une question que je me fais poser souvent. Puis la réponse est quand même complexe. Fait que j'avais le goût de vous raconter ça, de l'origine de la chaîne. Puis évidemment, on va parler de jeux aussi. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement quelques jeux que j'essaierai de couvrir dans les prochaines semaines. Donc pendant l'été, des petits jeux peut-être plus festifs ou des jeux que ça fait longtemps que j'ai puis que je veux présenter en vidéo puis que j'avais pas eu le temps. Fait que je vais vous présenter peut-être une dizaine de jeux. Fait que vous pourrez commenter là-dessus aussi. Puis en finissant, on va parler un petit peu aussi de Gen Con qui s'en vient dans un mois. Donc, ça fait plusieurs choses à discuter. Fait qu'on va commencer avec les remerciements pour les 5000 abonnés. Donc, c'est une grosse étape pour nous. C'est un chiffre qui semblait presque inatteignable au début quand j'ai parti ma chaîne, de dire qu'un jour je vais atteindre 5000 abonnés. Ça a pris un peu plus de 3 ans. Donc on a fêté nos 3 ans en mars, fait que là on est rendu en juin, fait que ça a pris peut-être un 3 mois et 3 ans pour se rendre à 5000 abonnés. Donc c'est vraiment fantastique pour nous d'atteindre ce chiffre-là, c'est vraiment merveilleux. On dirait que c'est ça, c'est un chiffre qui est spécial. 5000, ça semble gros. Donc, on est vraiment content d'avoir atteint ce palier-là, mais c'est grâce à vous, nos abonnés. Fait qu'on veut vous remercier de nous supporter, de nous suivre depuis si longtemps, ou si ça fait pas longtemps que vous avez découvert la chaîne. Bienvenue à vous. Donc, on est content de vous avoir. On est content aussi que vous vous impliquiez dans la chaîne, que vous laissez des commentaires, que vous participiez en grande quantité à nos concours les lundis. On essaie de vous récompenser en vous offrant ces concours-là pour avoir la possibilité d'emporter des jeux. Donc on a vraiment tout le temps une belle réponse de vous dans vos commentaires, tout ça. Donc vous posez des questions, ou des fois vous remarquez des petites erreurs qu'on fait dans nos vidéos, puis c'est bien correct comme ça. On n'a pas de problème avec ça, que vous puissiez nommer ces petites erreurs-là qu'on a fait. Il n'y a personne qui est parfait dans la vie, mais c'est grâce à vous. Donc merci à vous à la maison qui vous prenez le temps de nous écouter semaine après semaine pour les vidéos qu'on fait, puis que vous prenez le temps de discuter, qu'on vous rencontre aussi dans des événements. Là, j'en fais quand même plusieurs, des événements ludiques au Québec. Puis souvent les gens nous arrêtent, commencent à discuter avec nous, ils nous disent qu'ils suivent nos vidéos, puis sont bien contents. Fait qu'on est toujours content aussi de vous rencontrer. N'ayez pas peur de nous arrêter. Si vous nous croisez dans un salon, dans un événement de jeu, quoi que ce soit, si c'est des événements plus joueurs, même de partager une partie avec vous, ça va nous faire plaisir si on a le temps, évidemment. Donc, merci du fond du cœur de nous suivre. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on est content d'avoir atteint ce palier-là, puis que ça nous motive justement à continuer la chaîne, puis les projets, les vidéos. On a d'autres idées évidemment en tête, mais on manque des fois de temps pour exécuter tout ce qu'on voudrait faire. Donc c'était probablement l'incitatif à faire cette vidéo-là, c'était pour souligner les 5000 abonnés et vous remercier personnellement en mon nom, puis au nom de toute l'équipe là, de LP, de Bruno,
Donc merci de suivre nos vidéos. Ça nous fait vraiment plaisir. Maintenant, deuxième item pour cette vidéo-là. Donc, je me fais souvent poser la question quand je rencontre des nouvelles personnes ou pourquoi j'ai décidé de démarrer ma chaîne YouTube il y a 3 ans et 3 mois. Qu'est-ce qui m'a motivé à lancer mon projet? C'est pas une réponse qui est simple, c'est pas une réponse qui est facile à expliquer non plus. C'est complexe. En fait, il y a deux parties pourquoi j'ai créé ma chaîne. La première, c'est évidemment la plus évidente. C'est celle que vous vous doutez, puis que c'est facile. Bien évidemment, j'ai toujours été un passionné de jeux, que ce soit n'importe quel médium de jeu. J'ai été vraiment bercé par les jeux vidéo dans mon enfance. Je suis dans les années 80 avec la NES, avec les premiers Mario, tout ça. J'ai vu évoluer toutes les consoles. Donc j'ai consommé énormément de jeux vidéo dans mon enfance. Ensuite, en arrivant à l'adolescence, j'ai découvert les jeux de rôle, donc Donjon Dragon, j'ai joué à Vampire, Shadowrun principalement, mais le principal jeu de rôle qu'on jouait, c'est Donjon Dragon. J'ai même fait des grandeurs nature un peu. C'est d'ailleurs là que j'ai connu Bruno en faisant des grandeurs nature quand j'étais adolescent. Euh, c'est quand même drôle. Là. Et ensuite, ben, les jeux de société sont venus un peu plus tard. Là, quand j'étais peut-être aux études à l'université, là, fin des années 90, début 2000. C'est là que j'ai commencé à jouer à des jeux de société modernes. On peut penser à des Carcassonne, Chevalier de la Table Ronde, Horreur Arkham, Citadel. Donc, c'est les premiers jeux, je dirais, plus modernes que j'ai joué, puis que j'ai accroché, puis que ça m'a donné le goût d'en découvrir, puis que ça m'a donné le goût de jouer à ces jeux-là. Puis avec le temps, j'ai rencontré d'autres joueurs. On a partagé cette passion-là un petit peu aussi. On a découvert d'autres joueurs. On a initié des gens qui sont aimés ça. On s'est mis à jouer avec eux. Puis ça a pris un peu d'ampleur tranquillement avec les années. Donc la passion des jeux était là, mais elle a toujours été là, que ce soit du jeu vidéo, du jeu de rôle, puis du jeu de société maintenant qui prend plus la place là, dans les jeux dans ma vie, mais ça a toujours été un hobby que j'avais, une passion que j'avais pour les jeux qui est toujours là aujourd'hui. C'est juste qu'elle a évolué, elle s'est transformée avec le temps maintenant, qui est plus axée sur les jeux de société. Donc ça, c'est évident que j'avais cette passion-là, puis que j'avais le goût de la partager. Puis évidemment, mon background d'enseignant fait que ben, j'aime ça expliquer des choses aux gens. Que ce soit avec mes élèves en sciences, j'aime ça leur expliquer des choses, j'aime ça les faire progresser, tout ça. Donc la chaîne mélangeait un petit peu ma passion du jeu avec ma passion pour l'enseignement, parce que c'était plus des vidéos de règles qu'on visait à faire, donc ça mélangeait deux choses que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'était le premier volet pourquoi je voulais faire ma chaîne, évidemment, c'était pour partager tout ça à une plus grande échelle, là, pour sortir un petit peu de mon groupe de joueurs, sortir un petit peu de ma ville. Donc j'habite à Sorel-Tracy, qui est une petite ville en banlieue de Montréal, à peu près 50 minutes sur la rive sud de Montréal. Fait que c'est quand même un coin considéré comme une région. Donc il n'y a pas tant de choses que ça dans notre petite région. Donc on voulait un peu sortir de ça. Puis aller plus loin. Puis évidemment, avec une chaîne YouTube, on peut toucher des gens un peu partout sur la planète qui ont la même passion. Fait que c'était le premier objectif, c'était ça. C'était d'avoir cette passion-là, puis de la transmettre, de la partager à d'autres gens. Donc ça, c'est évidemment ce que vous doutiez pourquoi j'avais parti ma chaîne. C'était vraiment la chose la plus évidente. Deuxième raison pourquoi j'ai parti ma chaîne, c'est la deuxième raison qui est un peu plus complexe. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu des gros problèmes de santé dans ma vie. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu une maladie qui s'appelle une médiastinite fibrosante chronique. C'est une maladie très très rare qui à l'époque avait touché mes poumons. Donc c'est les tissus autour des poumons qui enflent et qui vont finir par gonfler. En gonflant, ils vont finir par des fois écraser des vaisseaux sanguins, des veines ou des artères qui sont utiles, qui sont quand même près des organes vitaux. Donc ça peut être un certain danger à ce moment-là. Quand j'avais attrapé cette maladie-là à 17 ans, ça fait presque 20 ans aujourd'hui, là, c'était en 2000, 99-2000 que j'ai eu cette maladie-là pour la première fois. Donc ça avait touché un de mes poumons, donc ça avait bloqué une artère dans un de mes poumons. Donc un de mes lobes de poumon était mort parce qu'il n'était plus alimenté par l'artère qui avait été écrasée à cause de cette maladie-là. Donc j'avais perdu un lobe de poumon à ce moment-là, ce qui n'est pas catastrophique, là, surtout que c'était le poumon droit. Le poumon droit, il y a 3 lobes. Fait que c'était le lobe supérieur, c'était le plus petit des lobes. Fait que c'était moins important que si c'était un poumon au complet, évidemment.
Puis à 17 ans, ben, c'est plus facile de s'adapter aussi à ce genre de choses-là. À ce moment-là, on est jeune, tout ça, on est en forme. Donc le corps a plus de facilité à s'adapter. Et c'est ça qui est arrivé quand ma maladie s'est manifestée en 99-2000. Et ben, tranquillement, là, je me suis adapté quand même bien. Comme j'ai dit, j'étais jeune, c'était plus facile à ce moment-là de faire attention. C'est sûr que j'étais pas quelqu'un nécessairement très en forme, j'étais pas un ado très actif, j'étais plutôt très gamer à ce moment-là, mais ça m'a un peu forcé la main aussi à essayer de rentrer un petit peu plus d'activité physique dans ma vie pour justement pallier au fait qu'un de mes poumons manquait un lobe. Mais c'était pas catastrophique à ce moment-là. Mais le problème avec cette maladie-là, c'est que c'est une maladie chronique. Puis on ne sait pas dans le fond quand est-ce qu'elle va revenir, donc elle peut comme redevenir active. Ça peut être pendant des années en dormance, puis à un moment donné, ça peut revenir, ça peut se remettre à enfler et à progresser si on veut, à aller écraser d'autres vaisseaux sanguins ou d'autres organes à ce moment-là, on ne sait jamais. Donc, ben, depuis ce temps-là, j'étais suivi je suis par un pneumologue à Montréal, donc que je me rends à chaque année pour faire des tests. On regarde si tout est correct, tout est normal. On fait des tests à l'effort aussi pour mesurer ces choses-là. C'est un scan pour voir la circulation à l'intérieur, les radiographies aussi pour voir si tout est beau. Fait que je faisais cette batterie de tests-là à chaque année depuis 2000. Et ben, avec les années, c'est resté quand même relativement stable. Donc à ce moment-là, ben, c'est une bonne nouvelle dans cette maladie-là. Si ça ne progresse pas, ben, c'est que c'est une bonne chose. Mais évidemment, ça n'est pas resté comme ça indéfiniment. Et ma maladie était stable pendant environ 14 ans, 13-14 ans, jusqu'en 2013-2014, où justement, je commençais une année scolaire et on était vraiment au début de l'année, là, mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Et je me sentais vraiment très très fatigué. J'avais vraiment peu d'énergie. C'était pas habituel à ce moment-là. Puis je commençais à m'inquiéter. Je me posais des questions et justement, j'allais voir mon pneumologue prochainement, la semaine d'après. Puis là, je commence à lui en jaser. Écoute, je lui raconte les symptômes. Ok, je me sens vraiment faible, je me sens essoufflé, mais tu sais, j'ai pas rien fait de différent à d'habitude. Oui, un début d'année scolaire, ça peut être difficile. Mais au final, ça commençait à nous inquiéter. Fait que là, il me fait faire des tests la journée même. On revient dans le bureau, on regarde tout de suite les résultats des scans, on perd pas de temps, on regarde ça. Puis évidemment, comme j'ai un background de science, ben, mon médecin il aime bien discuter de mon dossier avec moi, parce que c'est comme un dossier exceptionnel, là. C'est comme une maladie super rare. Puis là, quand j'avais été là la première fois, j'avais comme 10 médecins qui me suivaient en même temps, parce que c'était comme un cas particulier. Puis ils voulaient se servir de ça pour montrer aussi aux médecins qui sont en apprentissage, en résidence, là. Donc j'étais comme un cobaye d'études, si on veut, à ce moment-là. Ça a toujours été un dossier très spécial pour lui. Puis là, on en jasait, puis on regardait ça. Puis là, il regarde les résultats de mes tests. Puis il dit, écoute, ben, c'est assez évident qu'est-ce qui arrive. J'ai trouvé le problème à ce moment-là, mais tu sais, c'est pas quelque chose de petit. Donc là, il montre le résultat du scan, puis le scan, dans le fond, il nous montre la circulation sanguine. Qu'on a un colorant dans le sang, puis on peut observer la circulation du sang dans les artères, dans les veines. Donc là, on regardait ça, puis il me dit, écoute, regarde là, ça c'est supposé être la veine cave qui ramène le sang au cœur. Puis on voyait qu'il n'y avait pas de sang qui passait dans la veine cave supérieure, ce qui voulait dire que la veine cave supérieure, elle était complètement bloquée. Et dans le fond, elle était bloquée parce que ma maladie avait continué de progresser. Et en progressant, c'est venu écraser cette veine-là, qui est la veine à côté du cœur, qui ramène le sang du haut du corps au cœur pour ensuite le renvoyer au poumon pour le réoxygéner puis sortir aussi le CO2. Normalement, quand cette veine-là bloque, ben, généralement les personnes meurent parce que c'est évidemment une veine super importante. Donc là, il m'annonce ça, j'étais pas mal sous le choc en fait, parce que je comprends c'est quoi aussi cette veine-là, je comprends son importance. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi qu'elle est bloquée, mais je suis correct, je suis encore en vie, tout fonctionne bien. Mais en fait, c'est que pendant que ma maladie progressait et qu'elle écrasait cette veine-là, comme c'est une veine vitale, ben en fait, mon corps a fait pousser des veines secondaires pour contourner l'endroit qui était en train de se faire écraser. Donc au moment où c'est venu écraser complètement, c'est souvent le moment où je commençais justement à sentir plein de fatigue, tout ça, puis je savais pas trop ce qui m'arrivait. Ben la circulation continuait quand même en passant par les veines
secondaire que mon corps avait décidé de faire pousser à ce moment-là pour pallier au problème. Par contre, la veine cave, c'est la veine la plus grosse, une des veines les plus grosses dans le corps, évidemment. Puis les veines qui ont poussé, moi, étaient pas mal plus petites. Donc, ça palliait au problème. Le sang passait quand même, mais le sang passait beaucoup moins vite. Donc, la circulation était un petit peu déficiente quand même. Et c'est pour ça que mon corps avait de la misère à s'adapter à ce moment-là. Puis que moi, je faisais mes activités normales comme d'habitude. Puis là, c'était un peu trop pour cette nouvelle circulation-là. Donc, qu'est-ce que ça impliquait à ce moment-là quand mon médecin m'a annoncé ça? Le problème, c'est que ma maladie, elle se guérit pas. Donc, on la moniteur, on essaye de gérer un peu les conséquences de ce qu'elle fait pour pouvoir arranger ça. Deuxièmement, je pouvais pas me faire opérer. Donc, il n'y avait pas d'opération qui pouvait aller faire enlever ça parce que, c'est une maladie que justement, s'il y a une opération, tout ça, ça peut réagir et ça peut revenir plus fort. Fait que là, on voulait pas prendre le risque vu que tout semblait quand même normal, si on veut, pour la circulation. Et en plus, ces veines-là qui avaient poussé, il y a une partie du sang qui s'en venait pas à la bonne place dans le cœur. Le cœur, si vous vous souvenez plus de votre cours de bio, il est divisé en deux parties. Là, on a le cœur gauche, le cœur droit. Et le sang qui est plein de CO2, lui, il est censé revenir d'un côté. Mais moi, il revenait dans le côté avec le sang oxygéné. Il y a une partie du sang qui revenait dans le côté avec le sang oxygéné. Donc, à ce moment-là, ça fait qu'il y a plus de CO2 dans mon sang à ce moment-là. Qu'est-ce que ça l'amène, toutes ces choses-là? Ça l'amène, évidemment, que j'ai moins d'énergie qu'une personne normale parce que j'ai moins de... La circulation se fait moins bien, moins efficace, puis moins rapide aussi dans ces veines-là qui pallient à la veine cave. Donc, j'ai moins d'énergie qu'une personne normale. Si je fais trop d'efforts physiques, ça peut être dangereux parce que je vais augmenter trop vite le taux de CO2 dans mon sang. Je pourrais m'évanouir ou tomber sans connaissance, des choses comme ça. Et là, comme on n'avait pas d'opération, on n'avait pas de médicaments possibles, donc là, mon médecin il me dit, écoute, tout ce qu'on peut faire, c'est que tu apprennes à vivre avec ça. Que tu apprennes à vivre avec cette maladie-là, ces nouvelles conditions physiques-là, ces nouvelles conditions d'énergie, ces nouvelles limites physiques-là. J'avais 30 ans à l'époque, donc c'est sûr que c'est une grosse annonce, un gros choc de se faire annoncer ça. C'est le genre de choses qui fait réfléchir beaucoup, qui fait changer beaucoup de priorités aussi dans ta vie, dans ta façon de voir les choses. Et là, je savais vraiment pas quoi faire à ce moment-là parce que, j'étais fatigué, j'étais épuisé, j'avais plus d'énergie parce que ça devait faire quelques mois au moins que, justement, ça devait être bloqué puis que je continuais quand même à faire mes activités sans trop savoir que j'avais ça à l'intérieur. Donc là, à ce moment-là, on n'avait pas de solution à long terme. À court terme, l'objectif, c'était que je revienne quand même assez en forme pour retourner au travail, être capable d'enseigner, tout ça. Donc, on a décidé d'essayer quelque chose, c'est de faire ce qu'on appelle la réadaptation pulmonaire. C'est un programme d'exercice physique que l'hôpital fait. Donc, les kinésiologues de l'hôpital font un programme de réadaptation qui est adapté pour augmenter les capacités pulmonaires. Donc, c'est des exercices physiques, comme un entraînement dans un gym, si on veut. Mais à certains moments dans les exercices, tu dois inspirer ou expirer à fond pour justement faire travailler ta respiration, faire travailler le diaphragme et tout ça. Donc, c'est des exercices quand même assez épuisants, quand même assez essoufflants à faire. Donc, il m'avait monté un petit programme que je pouvais faire à la maison. Fait que j'avais besoin d'un ballon, d'un escalier, puis de 2 poids que je pouvais utiliser pour faire mon programme d'entraînement. Puis évidemment, j'étais en arrêt de travail. C'est tout ce que j'avais, c'est d'essayer de faire ce programme-là tranquillement, de jour en jour, puis de voir si ça allait avoir un impact, parce que, on n'avait pas d'autres solutions de toute façon. On n'avait pas de médicaments, pas d'opération possible pour l'instant sur la table. Donc, c'est la seule option que je pouvais faire. Fait que je me suis lancé dans cette option-là. Et après plusieurs semaines, plusieurs mois à faire ce programme-là à la maison tranquillement, ça a vraiment fonctionné. Donc, j'ai vraiment réussi à augmenter mes capacités physiques, à les ramener à un seuil, on va dire, qui est acceptable. Mais c'est impossible que je revienne comme avant. C'est impossible que je retourne à 100% de capacité physique. C'est impossible que j'aie autant d'énergie qu'une personne normale. Donc,
on va dire que je suis rendu à peu près à un 70% de ce que j'étais capable de faire avant ça. Fait que ce 70%-là, ben, c'est comme mon nouveau 100%. Fait que c'est mon nouveau, ma nouvelle capacité d'énergie, mon nouveau réservoir d'énergie, si on veut, c'est rendu 70%. Si je fais de l'exercice physique, ben, il ne faut pas que je dépasse non plus 70% de mon effort maximum. Sinon, ça peut venir dangereux et tout ça. Donc, j'avais allé apprendre à jouer avec ces nouvelles limites-là. Pour ceux qui me connaissent aussi, j'avais une grande passion pour le hockey. C'est un sport que j'aimais beaucoup, que je suivais le hockey. Je suis un fan des Canadiens de Montréal. Et moi, j'ai commencé à jouer au hockey à 27 ans. J'ai commencé vraiment tard. Je ne savais pas patiner. Puis je suis parti vraiment de rien. J'ai pris des cours de patinage pour adultes pour jouer au hockey. Des cours de hockey aussi pour le patinage et tout ça. J'ai appris à jouer au hockey vraiment tard dans ma vie. Mais ça a été vraiment un sport puis une passion que j'ai eue pour ce sport-là que j'ai encore. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon cheminement. Puis à rester aussi en forme physique aussi avec tout ça. Mais quand on a annoncé ça, que la veine cave était bouchée, mais là, mon médecin il disait écoute, c'est sûr que il faut t'apprendre à vivre avec tes nouvelles fonctions, mais le hockey, tout ça, c'est super exigeant physiquement. Puis probablement que tu seras plus capable de jouer, là, même après ton programme d'entraînement. Ça serait surprenant de voir que tu sois capable de retourner sur la patinoire après. Donc, j'ai continué à faire mon programme pendant plusieurs mois, puis de passer l'été aussi, tout ça. Puis à l'automne suivant, je suis retourné enseigner, puis ça a quand même bien été. Mais j'ai décidé de me réessayer au hockey. Puis au hockey, j'ai essayé de garder un peu mes nouvelles limites, mon 70%. Donc, je faisais moins de gros efforts, mais je faisais plus de petits efforts soutenus à ce moment-là. Puis en restant dans mes nouveaux paramètres que j'avais appris à découvrir et à vivre avec ces paramètres-là, dans les derniers mois, j'ai été capable finalement de jouer une partie, 2 parties, 3 parties. Puis j'ai été capable de jouer ma saison complète au hockey. Donc, j'ai été capable de revenir au hockey, même si mon médecin pensait que je ne reviendrais jamais au hockey. Donc, c'est beaucoup de détermination, ça a été beaucoup d'émotion aussi, ce parcours-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux en parler dans une vidéo, mais on dirait que je cherchais le bon moment ou le bon timing pour en parler. Puis je trouve qu'au 5000, c'est peut-être une belle opportunité pour ça. Puis c'est une histoire, c'est pas la première fois que je raconte cette histoire-là. Je la raconte beaucoup en fait maintenant. J'ai appris à m'adapter, j'ai appris à accepter aussi, surtout tout ça. Ces nouvelles conditions physiques-là que je vais garder avec moi le reste de ma vie en fait. Puis j'ai appris à ressortir aussi plus fort de ces expériences-là, de ces épreuves-là surtout. C'est une épreuve qui va me suivre le reste de mes jours. C'est une maladie qui peut revenir. Qui peut revenir dans 2 mois, qui peut revenir dans 2 ans, qui peut revenir dans 20 ans. On le sait pas. Je vais vivre avec ça tout le temps. Puis, quand ça reviendra, on réajustera le tir à ce moment-là. Mais j'ai appris aussi que pour passer au travers de tout ça, j'ai eu beaucoup d'aide, évidemment, de mes proches, de mes amis, de ma famille, mes collègues de travail. J'ai eu beaucoup de support. J'ai aussi du support externe. Évidemment, j'ai consulté des psychologues, j'ai consulté beaucoup de gens. Des fois, c'est juste de discuter aussi avec des professionnels, puis ils vont savoir nous poser peut-être des questions qui vont nous faire allumer sur certaines affaires, certaines choses qu'on n'a pas pensé. Et quand je traversais toutes ces épreuves-là, à un moment donné, je m'étais fait poser la question dans une de mes séances que c'était quoi, moi, David, mes projets à long terme. Puis là, j'avais rien à dire. J'avais aucun projet à long terme. Parce qu'à cette époque-là, je me disais, bon, ma maladie est revenue, puis là, faut que je gère ça là, mais tu sais, je sais pas, dans 2 mois, ça va être quoi, dans 3 mois, dans 1 an. Puis on dirait que je voulais pas avoir de projet à long terme, puis je voulais juste me concentrer sur du court terme. Puis là, j'ai réalisé que justement, en faisant ça, puis en n'ayant aucun projet à long terme, on dirait qu'il me manquait quelque chose pour justement avancer, puis d'avoir un projet sur lequel je pourrais travailler, puis tout ça. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer ma chaîne YouTube.
c'était pour me donner un projet à moi. Un projet à long terme. Un projet que je voudrais commencer, que je voudrais faire progresser tranquillement, de mois en mois, d'année en année, sur lequel je pourrais mettre de l'énergie. Quelque chose qui serait positif dans ma vie, que j'aurais besoin de mettre mon énergie dedans, quelque chose qui pourrait me motiver. Et ben, ça a fonctionné. Ça a vraiment fonctionné. J'ai lancé ça, ce projet-là, pour toutes ces raisons. Pour toutes les raisons de tantôt. La passion, les jeux, l'enseignement, mélanger tout ça. Mais aussi pour avoir mon projet à moi. Puis me permettre un peu d'avancer. Puis d'avoir un objectif à long terme. Pour justement réussir à mieux traverser cette épreuve-là à ce moment-là. Puis aussi pour mieux vivre avec cette maladie-là au quotidien. Aujourd'hui, je me lève la plupart des jours. Puis je pense même plus à ma maladie. J'ai tellement des beaux projets et des belles choses en tête. C'est là-dessus que je focus. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, une journée, je me sens plus fatigué, je sens moins d'énergie. Je vais la prendre pour me reposer. Puis, tu sais, oui, des fois, je vais y penser, mais c'est rarement la première affaire à laquelle je pense dans une journée. Puis, je vous dirais 90% des jours, j'y pense même pas. J'y pense même plus, en fait. Parce qu'à une époque, c'était différent. Mais j'ai passé au travers de ça, puis je vais continuer à passer au travers de ça à chacun des jours. Je vais toujours rester positif là-dedans. Si je me sens moins bien, je sais que dans la vie, on n'est pas des Superman, on n'est pas des Wonder Woman. D'aller chercher de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. Donc les gens, n'hésitez pas. Quand vous vivez, peu importe la difficulté que vous vivez, puis aller chercher de l'aide, quand on réalise qu'on a besoin d'aide, c'est un premier pas pour nous faire avancer. Il y a des projets, il y a des passions. Des passions, c'est ça qui nous garde en vie. Il n'y a pas juste le travail dans la vie. Donc, il y a des passions à l'extérieur de votre travail. C'est vraiment la clé. C'est vraiment quelque chose qui est important. Puis, peu importe la difficulté que vous allez traverser, si vous restez toujours positif, si vous allez chercher de l'aide nécessaire, puis que vous avez la bonne attitude, vous allez toujours réussir à passer au travers de vos obstacles. Peu importe c'est quoi, que ce soit dans votre parcours scolaire, peu importe que ce soit dans votre vie, que vous viviez un deuil, que vous viviez une séparation ou quoi que ce soit, un accident, un problème de santé comme que moi j'ai vécu, ces trois critères-là vont toujours s'appliquer à n'importe quelle difficulté dans la vie. Puis c'est un peu pour ça que je prends le temps de raconter cette histoire-là, puis que je prends le temps de la raconter à tous mes élèves quand je commence l'année scolaire depuis quelques années. Je prends le temps de leur raconter cette histoire-là parce que ben, ça a été un peu dans mon processus d'acceptation d'en parler. Puis d'essayer de me servir de cette histoire-là pour inspirer des gens. Des gens qui vivent des difficultés peut-être dans l'ombre ou sans trop en parler. Puis qui ont besoin d'entendre quelque chose comme ça pour justement se motiver puis se mettre à l'action. Je sais que ça a un certain effet sur mes jeunes à l'école. Puis que certains jeunes que je rencontre des fois après l'année scolaire ou que je rencontre l'été ou quoi que ce soit, ils se souviennent encore de cette histoire-là. Puis certains disent, ok, ton histoire, ça m'a marqué, puis ça m'a fait réfléchir, puis ça m'a inspiré. J'ai vécu telle difficulté cette année, mais j'ai pensé à tout ce que tu traverses à tous les jours avec ta maladie. Puis ça m'a aidé, puis tout ça. Puis c'est un peu ce que je veux transmettre en racontant cette histoire-là aujourd'hui. Je continue à avoir mes suivis médicaux à chaque année avec mon médecin. On fait la batterie de test, on fait le rendez-vous, on regarde aussi à ce moment-là. Mais là, ça fait quelques années que j'ai de la misère à repartir mon programme d'entraînement parce que c'est un programme qui demande beaucoup d'énergie. Puis j'ai de la misère à le partir pendant que je travaille, pendant que je suis dans l'année scolaire, tout ça. J'ai pas assez d'énergie le soir quand j'arrive chez moi pour pouvoir faire ce programme-là. L'année passée, j'ai fait ma saison de hockey. Mais ça commençait à me prendre beaucoup d'énergie, jouer ma partie de hockey à chaque semaine. Puis l'année passée, j'ai décidé d'accrocher mes patins. Donc j'ai décidé de prendre une pause de hockey. Donc cette année, en 2019, je n'ai pas joué au hockey de l'année. Ça me manque. C'est une passion que j'ai, le hockey. J'ai le goût de jouer, j'ai le goût d'aller patiner, mais des fois, il faut prendre des décisions, puis c'est pas toujours facile de prendre la bonne décision. C'est pas toujours la décision qui est le fun.
Puis peut-être que je vais retourner jouer au hockey un jour, mais présentement, ça me prenait trop d'énergie de ce que j'avais. Puis il faut que je trouve un moyen ou quelque chose pour justement repartir mon programme. Ce que j'ai décidé de faire cet été. Donc j'ai reparti cette semaine. En fait, la semaine passée. Je l'ai reparti. Je l'ai fait 2 fois jusqu'à maintenant. Là, voilà, je l'ai refait hier aussi. Mais c'est exigeant. Mais là, je veux me concentrer là-dessus cet été pour essayer de revenir à mon maximum, à mon 70%. Fait que peut-être qu'avec les années, j'ai baissé un petit peu au niveau d'énergie en passant à travers de mes années scolaires et tout ça. Mais c'est mon objectif pour cet été, c'est d'essayer de me remettre tranquillement en forme. Puis de commencer l'année prochaine vraiment au sommet de ce que je suis capable, au maximum, à mon 70%. Puis de me remonter là pour continuer pour la prochaine année. Donc, c'était toute l'histoire de l'origine de ma chaîne YouTube. Une histoire que les gens, quand je la raconte, c'est quand même surpris parce qu'évidemment, ils vont dire hey, ça paraît pas dans tes vidéos, tout ça, ta santé, ta maladie, tout ça. Ben évidemment non, là, c'est sûr que c'est plus la passion qui embarque, tout ça, puis c'est ce qu'on veut transmettre nous aussi. Là. Mais c'est ça qui se cache derrière la chaîne YouTube Professeur Board Game, c'est cette histoire-là. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou quoi que ce soit, si ça vous a touché, ou vous avez connu des gens qui ont vécu des trucs difficiles, des problèmes de santé difficiles, ou si vous avez vécu des problèmes de santé difficiles et vous voulez partager quoi que ce soit, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Je sais que j'ai pris du retard dans les dernières semaines pour répondre aux commentaires, mais on devrait clencher ça en vacances puis rattraper où est-ce qu'on était rendu. Donc, ça met fin à mon deuxième sujet de la vidéo. Donc, on va passer au troisième sujet. Troisième sujet qui est le fun, c'est des jeux. Fait que je vais vous présenter quelques jeux, une dizaine de jeux. Des jeux que je veux vous présenter dans les prochaines semaines, là, pendant l'été. Il y en a que c'est des petits jeux plus légers pour l'été, des petits jeux de party, des petits jeux plus funny si on veut. D'autres, c'est des jeux que j'ai depuis longtemps, puis que j'aimerais vous présenter. Puis sinon, il y a aussi évidemment des jeux, quelques nouveautés que j'ai reçues dernièrement de certains éditeurs. On va commencer avec un jeu que ça fait longtemps que j'ai dans ma collection, puis que j'ai hâte de vous présenter. C'est un jeu que je joue pas assez aussi, comme la plupart des jeux de notre collection. Donc, un jeu qui s'appelle Tyrant of the Underdark. Tyrant of the Underdark, c'est un deck building avec un plateau. Donc, on mélange le deck building avec du contrôle de territoire. On a le plateau de l'Underdark. On est des elfes noirs dans le monde de Donjons Dragons. Et on va essayer de contrôler les différentes villes dans le Underdark avec nos petits jetons pour pouvoir marquer des points en fin de partie ou marquer des bonus de points pendant la partie sur les capitales. Donc c'est un deck building assez classique. On va avoir une ressource pour acheter des nouvelles cartes dans notre deck, puis on va avoir une ressource pour attaquer. La ressource d'attaque va nous permettre d'aller placer nos petits personnages sur le plateau dans des cases vides ou d'aller attaquer les pièces des autres joueurs qui sont adjacents à ce moment-là. Il y a des cartes qui ont des effets qui peuvent tuer un jeton d'un seul coup, remplacer un jeton. On a aussi un espion qu'on peut mettre pour aller essayer d'infiltrer des villes puis de commencer à certains endroits, parce qu'on peut juste placer des boucliers à des endroits où on est adjacent. Et ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que les cartes donnent des points. Les cartes dans notre deck donnent des points. Mais si on sacrifie les cartes, donc si on a des effets de jeu qui détruisent une carte pour l'enlever de notre deck, on va la placer en dessous de notre petit altar. Puis à la fin de la partie, les cartes qui sont là vont valoir le double de points. Donc, ils ont une deuxième valeur de points dessus. Donc là, des fois, une carte qui est vraiment forte, je veux l'avoir dans mon deck pour la partie parce qu'elle est forte à jouer. Mais à un moment donné, je veux la détruire pour pouvoir aller marquer un maximum de points. Donc là, il y a une décision importante à prendre. Quand est-ce que je veux détruire mes grosses cartes pour essayer de marquer le plus de points en fin de partie? Vraiment le fun comme jeu. Vraiment agressif, par exemple. Si vous aimez pas le take that ou quoi que ce soit, ça sera pas un jeu pour vous. Mais si vous aimez l'interaction puis la confrontation dans un jeu de contrôle de territoire avec une mécanique de deck building pour runner tout ça, c'est vraiment un très très beau bijou de jeu. Un jeu qui est méconnu selon moi, que la production est peut-être pas au top, mais c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. C'est vraiment un excellent jeu. Un des meilleurs jeux de deck building qui existent sur le marché. Je pense que je l'avais mis numéro 11 dans mon top 100 de tous les temps. Donc c'est clairement un jeu qui vaut la peine. Deuxième jeu que je vous parle. C'est un jeu que j'ai reçu récemment. Donc c'est un jeu qui s'appelle Men at Work. C'est un jeu de Pretzel Game.
Pretzel Game. Ceux qui nous ont donné Junkart, qui nous ont donné Flick Them Up. Donc, c'est des jeux de dextérité principalement qu'ils font, des jeux avec du super beau matériel, donc toutes des grosses poutres de bois, des beaux workers en bois avec un petit cache jaune d'ouvrier, c'est vraiment drôle. Et on va avoir dans le fond des cartes, et les cartes vont nous dire, il faut aller placer une telle poutre à telle place, une poutre de telle couleur, ou un ouvrier avec une brique dans les mains sur une poutre qui est de telle couleur ou telle couleur. Fait que tranquillement, on va construire une espèce de chantier avec plein de piliers, avec des ouvriers un peu partout. Fait qu'à chaque fois qu'on va placer une nouvelle pièce, il faut faire attention pour pas faire tomber de pièces déjà existantes. C'est une structure commune au milieu du plateau. Donc, voilà. Donc, les petits ouvriers avec les petits casques, c'est vraiment drôle. Donc, si on fait tomber une pièce, on va perdre un de nos permis de construction. Puis, si on en a plus, on est éliminé de la partie. On en a 3 au début. Sinon, si on place notre pièce la plus haute, on va aussi avoir un bonus. On va impressionner Rita, le chef de chantier, qui est l'auteur du jeu, en fait. Et ça va nous donner un point aussi qu'on peut marquer des points avec ça si on arrive à un décompte avec des points. Si on n'est pas capable d'éliminer tout le monde. Donc, un beau petit jeu de dextérité avec du beau matériel, encore une fois. Ça nous fait penser beaucoup à Junkart. Donc, vraiment un jeu très familial, très le fun et très drôle. Ensuite, je vous présente un petit jeu de roll and ride. Parce qu'évidemment, des roll and ride, il y en a un puis un autre ces temps-ci. Donc, c'est un roll and ride qui est plus familial, plus léger. Puis en fait, c'est pas un jeu à cocher comme d'habitude où on a des cases où on met des X, mais ça va être plutôt un jeu où on va dessiner un château. Donc on va lancer des dés. Les dés vont générer des ressources. Donc le joueur actif va prendre les 2 dés, il va avoir 2 ressources, puis les joueurs passifs vont avoir un des 2 dés qu'ils vont choisir. Et on va cocher des ressources, on va placer un jeton. On a une espèce de petit plateau en forme de grille, comme ça ici. Fait qu'on va placer une ressource à ce moment-là. Puis quand on va compléter une colonne ou une rangée sur notre plateau, quand c'est notre tour d'être actif, on va pouvoir enlever les jetons d'une colonne ou d'une rangée pour pouvoir aller construire une partie de notre château. Et pour la construire, on va la dessiner. Fait qu'on peut dessiner une des tours, des murs, on a les 4 étages du donjon aussi qu'on va faire, on a les villageois aussi, les visiteurs qui viennent visiter notre château. Fait qu'on peut dessiner toutes ces parties-là. Ce qui est drôle dans le jeu, j'avais joué avec l'auteur avec la version prototype. C'est un jeu de Ludovic Maublanc et Corentin Lebras. Donc Ludovic qui est très artistique puis qui dessinait vraiment son château de façon merveilleuse pendant qu'on jouait. Fait que les gens qui aiment ça griffonner ou barbouiller quand on joue un jeu, ce jeu-là il est fait pour ça. Fait que tu dessines ta tour de château, mais si tu veux, tu peux la décorer pendant qu'on joue puis tu peux gosser dessus. Donc les gens qui aiment beaucoup le dessin, ça va être un jeu qui est vraiment le fun. Ça va être un jeu qui est le fun en famille, je pense, justement, pour les enfants qui aiment ça. Dessiner des choses. Fait qu'on peut leur montrer un jeu quand même relativement léger, une petite initiation à la gestion de ressources. Puis en plus, on va avoir des beaux dessins de château à la fin. Fait que Once Upon a Castle, je pense qu'il vient d'arriver en boutique présentement. Fait que ça aussi, on va vous montrer ça prochainement. Ensuite, un jeu. On vous a présenté il n'y a pas longtemps, on a fait une entrevue avec Carl Brière de Synapse Games. Nouvel éditeur québécois. Et son premier jeu sera Incubation. On va vous présenter Incubation, évidemment, un lundi en plus, ça a l'air. Donc, Carl qui va offrir aussi une copie pour notre concours. Donc, Incubation, c'est un jeu qui me fait penser beaucoup à Potion Explosion. Donc, à la place d'avoir un distributeur de billes, on va avoir une mécanique de dés. Donc, on va lancer 2 dés pour générer des ressources. Et ces ressources-là, on a de l'eau et on a du feu, de la chaleur. On va s'en servir pour faire éclore des œufs de dragon. Donc, on va avoir 2 incubateurs qui vont pouvoir accueillir des œufs de dragon. Et les œufs vont demander une certaine quantité de ressources d'eau et de ressources de chaleur pour pouvoir éclore et devenir un dragon. Et on va avoir une espèce de collection d'ensemble à faire avec les dragons pour aller accomplir des objectifs qui sont communs. Fait qu'on va avoir une course à objectifs autour de la table. On va essayer d'atteindre les cartes d'objectifs qui donnent quand même beaucoup de points de victoire à ce moment-là. Puis on va avoir une mécanique particulière avec le marché, la manière qui fonctionne. Les dés vont nous permettre d'aller générer des ressources sur le marché. Et quand on va faire éclore un dragon, on va pouvoir aller ramasser aussi des ressources dans un marché, dans un endroit qui correspondent à la couleur du dragon. Fait que vraiment une belle interaction, des beaux petits combos le fun à faire.
Un jeu plutôt familial aussi, donc incubation. Les illustrations sont très belles aussi. Très le fun comme thème, là, gérer des petits œufs de dragon, c'est très cute. Donc ça aussi, on va vous présenter ça prochainement. Incubation. Qu'est-ce que j'ai aussi? Au mois de juin, on avait fait voter le dernier lundi du mois. On le fait toujours voter sur Patreon par nos supporters. Et ça avait été quoi? Ça avait été Nagaraja qui a gagné le dernier mois. Mais j'avais présenté Paper Tail. Et Paper Tail, il y avait eu quand même beaucoup d'intérêt. Donc j'ai décidé de le reconduire pour le mois de juillet. Fait qu'on va le faire tirer dans le concours du lundi. Le dernier lundi de juillet, juste avant qu'on parte pour Gen Con. Donc, Paper Tail, un beau jeu de draft, construction d'engins, vraiment minimaliste, mais vraiment efficace. Des combos de cartes qui sont le fun aussi. Fait qu'un beau petit jeu que j'avais apprécié. Donc, vraiment le fun. Fait que ça aussi, on va vous présenter Paper Tail dans le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, j'ai reçu un beau colis cette semaine du facteur. Un Kickstarter, vous savez que j'en supporte pas tant que ça des Kickstarter dans l'année, mais c'était un des 3 que j'avais supporté l'année passée et je l'ai reçu. C'est le Kickstarter Lock Up, donc A Role Player Tale. C'est un jeu dans l'univers de Role Player. Donc c'est le même graphisme, le même univers style Donjon Dragon Fantasy. Et on va incarner une faction de monstres qui sont emprisonnés dans une prison. Donc je peux incarner les kobolds ou les orques, ça, j'imagine. Ça. Les gnolls. Donc, on incarne une faction. Il y a les gobelins aussi, les insectoïdes. On incarne une faction dans la prison. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec une petite twist de majorité. On va placer nos ouvriers à différents endroits dans la prison, un à la suite de l'autre. Il y a 2 de nos ouvriers qu'on peut placer face cachée, parce que les ouvriers vont avoir une puissance. Et après ça, lorsque tous les ouvriers sont placés, on va révéler les ouvriers et on va cumuler la puissance de l'ouvrier d'une couleur à chacun des endroits. Puis le joueur qui est premier à un endroit va faire l'action du lieu, mais de façon plus forte. Celui qui est deuxième va le faire d'une autre façon. Des fois, c'est juste celui qui est premier, celui qui est dernier qui va faire l'action. Fait que chaque case d'action va être différente. On va ramasser certaines ressources dans la prison, du métal, de la scrap pour pouvoir se crafter des petits objets. Marquer des points. On va essayer d'aller recruter des goons aussi dans notre équipage pour pouvoir avoir des conditions de marquage de points qui sont différentes, tout ça à la fin de la partie. Fait que plein de petites choses qui sont le fun. Il y a l'air d'avoir une belle interaction dans un jeu de placement d'ouvriers avec une belle twist. Je ne l'ai pas testé encore, j'ai hâte de le tester. Pour ceux qui sont fans de jeux solo, il y a aussi un mode solo à l'intérieur de Lock Up. Fait que ça aussi, on a hâte de tester ça. Puis de vous en reparler, de vous faire une vidéo évidemment sur Lock Up. Ensuite, un beau petit jeu de party, Trap World, pour ceux qui ont joué à Taboo dans leur jeunesse ou avec leur famille. C'est une version un peu plus gamer de Taboo, en fait. C'est que c'est le même principe que Taboo. On essaie de faire deviner un mot à nos coéquipiers. Et il y a des mots qu'il ne faut pas qu'on dise. Mais les mots qu'il ne faut pas qu'on dise, c'est l'autre équipe qui va les choisir au lieu de les avoir sur une petite carte comme dans Taboo. On a un petit thème médiéval fantastique autour de ça avec un donjon. On va avancer dans un donjon. Il va y avoir un boss à vaincre aussi qui va avoir des conditions spéciales sur la façon qu'il faut faire deviner le mot à la fin. Donc vraiment un beau petit jeu de party qui se joue en équipe. Une équipe contre l'autre. Donc on peut y aller dans la veine un peu des codenames, des jeux assez légers en équipe de party comme ça. Ça aussi, j'ai hâte de le tester puis de vous le présenter. Ça a l'air vraiment très amusant. Donc, Trap World de chez Yellow. Ensuite, j'ai un autre petit jeu pour vous. Robin Wood. Un petit jeu de bluff qui nous fait beaucoup penser à Coup. Coup, un jeu que j'adore beaucoup. C'est la même mécanique qu'on va avoir des cartes sur la table, en fait. Et on va pouvoir aller regarder une carte à notre tour. Et si on veut, on peut activer une carte. Mais je ne suis pas obligé d'activer la carte que je suis allé regarder. Donc, je peux caler n'importe quelle carte. Donc, je pourrais regarder une carte, c'est la carte de Robin des Bois. Mais je pourrais dire, ok, j'active le pouvoir du moine. Parce que là, je fais croire aux autres que c'est le moine qui est là. Et là, les autres vont pouvoir caler notre bluff. Et si jamais on avait raison, c'est eux qui vont perdre un point de vie. Sinon, c'est moi qui va perdre un point de vie. Mais si personne cale ton bluff, tu vas faire le pouvoir que tu as calé. Fait que c'est vraiment une mécanique que j'adore, le fait de pouvoir faire des pouvoirs d'un rôle caché, mais en bluffant sur ce rôle-là.
c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé dans les jeux. Ça marche vraiment bien là-dedans aussi. J'ai déjà joué quelques parties. Il y a même un mode en équipe pour jouer 2 contre 2, parce que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. C'est ultra rapide, c'est vraiment le fun. Les cartes sont très belles aussi. Donc si vous aimez les jeux comme Coup, c'est une version peut-être un peu plus légère de Coup, un peu plus accessible, mais c'est vraiment le fun. Aussi, un autre petit jeu de bluff. La potion. Donc la potion, c'est un petit jeu de bluff où on va avoir des ingrédients. On va avoir 6 ingrédients au départ, 2 de 3 sortes différentes. Chaque joueur va avoir les mêmes ingrédients dans sa main. Et à notre tour, on va lancer les dés. Et chaque joueur va se choisir un ingrédient dans sa main pour pouvoir révéler. On va révéler tous nos ingrédients en même temps. Et si jamais la somme des ingrédients de tous les joueurs est égale à la face d'un des dés, ces joueurs-là vont pouvoir se débarrasser de leurs ingrédients. Si jamais un joueur met un ingrédient qui n'est pas sur les dés, mais que tous les autres joueurs se sont trompés, puis qui n'ont pas mis le bon nombre de symboles à ce moment-là, ben, c'est le joueur qui a mis l'ingrédient qui n'est pas là qui va pouvoir s'en débarrasser. Donc c'est vraiment un beau petit jeu de bluff, de négociation un petit peu en même temps. C'est un genre de micro-jeu qui se traîne partout. Là. Dans le fond, les dés et toutes les composantes sont dans la petite bouteille. Fait que c'est vraiment très portatif. Je pense que c'est le genre de jeu qu'on va traîner dans l'auto sur le trajet pour Gen Con. On va pouvoir se faire une partie facilement. Fait que la potion, on vous présente ça. Ou on l'a peut-être déjà présenté hier, en fait. Je sais pas trop quand cette vidéo-là va être publiée. Donc ça aussi, on vous en parle très prochainement. Fait que ça fait quand même une pas pire pile de jeux à vous présenter pour le mois de juillet. Avant d'aller à Gen Con, justement, qui serait notre dernier sujet pour cette vidéo-là. Donc, avant, dites-nous lesquels dans ces jeux-là vous avez le plus hâte qu'on vous présente, que vous avez plus hâte de voir une vidéo ou notre critique sur ces jeux-là, ou que vous avez et que vous aimez beaucoup. Ben, laissez des commentaires à ce moment-là. Et dernier sujet, pour Gen Con, évidemment, vous pouvez aller sur Board Game Geek. En haut de l'écran, vous avez un bel icône qui est Gen Con Preview. Puis là, vous allez avoir la liste de tous les jeux, de tous les éditeurs qui vont amener à Gen Con. Et même dans les prochaines semaines, on a encore plein de jeux qui vont se rajouter à cette liste-là. Il est autour de 400 jeux présentement. D'habitude, elle se rend autour de 600-700 jeux. Fait qu'il y a encore des jeux qui vont s'ajouter dans les prochains jours d'ici là. Donc, on vous invite à faire le tour des nouveautés qu'il va y avoir à Gen Con, puis de nous dire lesquelles vous voulez qu'on ramène de Gen Con, lesquelles vous avez le plus hâte qu'on vous parle, qu'on aille voir les éditeurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on ramène, puis qu'on aille voir à Gen Con. Laissez-nous des commentaires là-dessus. On a vraiment hâte d'y aller. Donc, ça va être un beau voyage, encore une fois. C'est notre 3e année consécutive à Gen Con. On a toujours beaucoup de plaisir à rencontrer les éditeurs, les auteurs de jeux, à discuter tout ça. D'année en année aussi, on revoit un peu le même monde. Fait que c'est le fun, les relations qu'on s'est fait. Puis qu'on en fait aussi des nouvelles à chaque année. On rencontre des nouvelles personnes aussi. Fait que c'est vraiment un super bel événement, une super belle convention. Pour moi, c'est vraiment l'idéal parce que c'est dans l'été, fait que c'est beaucoup plus facile de prendre congé. En fait, je suis en vacances. J'ai pas besoin de prendre congé. Alors que des salons comme Essen, comme Cannes, que j'aimerais aller couvrir en Europe un jour, c'est plus difficile parce qu'il faut que je demande une semaine de vacances. Puis cette semaine de vacances-là, elle est à mes frais, elle n'est pas payée. Donc c'est ça qui fait que c'est plus difficile pour nous d'aller à ces autres festivals, mais on aimerait ça y aller un jour. Donc c'est quelque chose qui devrait se faire éventuellement. Mais pour cette année, c'est Gen Con encore. Donc regardez s'il va être à Gen Con, dites-nous ce que vous voulez qu'on ramène, ce qu'on aille voir, et ça va nous faire plaisir de regarder ça. Peut-être qu'il y a des jeux qu'on n'a pas vu passer, il y en a tellement. Avec vos commentaires et votre aide, on devrait essayer d'avoir les meilleurs jeux qui vont être présentés à Gen Con. Et voilà, ça couvre les sujets que je voulais parler dans cette vidéo, un très spécial, notre spécial 5000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur tous les sujets qu'on a parlé, que ce soit sur l'histoire de l'origine de la chaîne, que ce soit sur les jeux que je vous ai parlé, que ce soit sur Gen Con, que ce soit pour les félicitations pour le 5000 abonnés. Donc, laissez des commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. Et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme en bas ici.
Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez visiter notre page Patreon si vous voulez nous supporter. On devrait refaire une journée VIP probablement dans le mois d'août pour permettre à nos patrons, nos supporters Patreon de tester les jeux qu'on va ramener de Gen Con. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une belle journée de gaming avec notre équipe et des nouveautés, ben allez voir notre Patreon et inscrivez-vous pour le prochain mois. Donc moi je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.